Ok, c'est bon. Donc, nous sommes enregistrés. Donc, pour ceux qui n'osent pas se montrer, planquez-vous. Moi, je suis quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire. Alors, l'idée, c'est de laisser la parole aux patients s'ils veulent parler, mais on est aussi, avant d'être analyste, on est patient. Enfin, dans les deux sens du terme. On est patient parce que on est de l'autre côté, mais on est toujours de l'autre côté de la barrière. On apprend aussi la patience pour se découvrir. Euh, on nous montre souvent, faut pas dire, faut rien dire de ce qu'on a de notre analyse parce que faut pas déconner, autrement on tombe de notre piédestal et c'est pas possible. Alors qu'en fait, on n'a pas de piédestal et si on est là, c'est justement parce qu'on a une certaine liberté pour être là. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, je parle de moi. Hein. Jean-Marc, ça te fait regarder en l'air. Oh, je parle de moi. Je dis que moi, ça m'a ouvert à la plus grande des libertés. Alors, la psychanalyse, c'est quoi aujourd'hui? C'est quelque chose, pour moi, de merveilleux parce qu'il m'offre la possibilité euh, de devenir celle que je suis. J'ai énormément changé en 4 ans, complètement rien à voir avec qui j'étais avant et je pense que je vais encore changer parce que c'est de la recherche, la psychanalyse, c'est de l'évolution, c'est pas une définition. Avec mes patients, il n'y a pas un patient qui est différent, il n'y a pas un patient qui est comme un autre. Chaque rendez-vous est une rencontre particulière et importante. Et moi, je travaille avec le cœur, je travaille avec mes émotions. Ça fait pas 20 ans que je travaille avec mes émotions parce qu'au départ, j'étais dans mon petit carcan bien enfermé. Et maintenant, je me suis autorisée. J'ai décidé de ne pas forcément plaire à mes confrères, à mes consoeurs, euh, plutôt d'aller vers les gens, vers l'humanité, vers ce qui me passionnait en étant moi. Voilà, c'est un choix. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les cases. J'en ai strictement rien à faire. Justement, la psychanalyse nous ouvre à être en dehors des cases. Il ne faut pas oublier que ce qu'a dit Freud, Irving l'a repris, Irving Yalom l'a repris d'une autre façon en disant mais Freud a travaillé sur les séries, mais a-t-il au moins travaillé sur l'angoisse de mort? Non, pas du tout. Donc chacun a porté une graine pour faire grandir la psychanalyse et c'est à nous de mettre nos graines maintenant. Moi, j'en suis arrivée au stade aujourd'hui, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, j'espère que quelqu'un le fera à sa place, enfin, fera le cheminement en tout cas. M'envoyez pas trop des discussions parce que je ne peux pas tout faire. Fera le cheminement petit à petit pour expliquer ce que ça lui apporte. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est de ne plus me soumettre, mais de ne pas pour autant être autoritaire. C'est-à-dire ma place, elle est en mouvement tout le temps. C'est-à-dire je suis ni extravertie ni introvertie, je suis les deux. Il y a des moments où je suis dehors, il y a des moments où je vais un peu dedans, mais j'ai une certaine ténacité dans ce que j'entreprends et surtout dans ma propre découverte. C'est-à-dire que je vais vous surprendre, mais je ne souffre plus de l'abandon, ni du rejet, euh, ni de la rupture, ni de la trahison. J'ai réussi à dépasser toutes ces choses-là en me disant une phrase très simple et surtout en la ressentant. Ce que dit l'autre, c'est ce qu'il projette de lui sur moi et ça lui appartient. Et ça, quand on le ressent au fond de cette tripe, ça tombe, paf, ça tombe devant vous. Et si ça vous touche, parce que ça ne peut pas toujours tomber, ben c'est qu'il y a encore une blessure à travailler, à remettre en mouvement. Moi, mes blessures, des fois, je les ressens le soir, ça arrive qu'elles soient intenses, et je me dis plus jamais en fœtus dans mon lit, plus jamais ça. Et puis le lendemain, je suis repartie, parce que justement, de les ouvrir en mouvement, de les laisser causer, de ne pas les retenir comme on mettrait un barrage, ça les autorise à ne pas avoir de la puissance. Elles n'ont pas besoin d'être là, elles sont entendues. Donc pourquoi on leur donnerait de la force, hein? Pourquoi on ferait ça? Euh, Ce qui nous unit les uns les autres, c'est une certaine dépendance. Mais attention, la dépendance affective qui nous unit à une personne, c'est encore autre chose. Et ça, c'est un tueur en série silencieux. J'ai évidemment tous ces points-là, si je les aborde au cabinet, c'est que je les ai travaillés, c'est que je les ai ressentis, c'est que j'essaie d'en faire quelque chose. Et quand euh, alors moi maintenant, je suis celle qui, comme ça, c'est pas que j'ai décidé, c'est fait tout seul dans le mouvement. C'est-à-dire plus je suis heurtée, plus j'amène des roses. Voilà, c'est comme ça. On essaie de me descendre, plus je suis souriante et plus on dit du mal, plus je suis bienveillante. Et je me suis aperçue, mais vraiment sincèrement, c'est pas une manipulation, c'est sincèrement bienveillante. Et je me suis aperçue que, ben, en face, ce que les gens vous envoient comme boulet de canon, j'ai l'impression qu'ils le reçoivent contre eux. C'est ce que je ressens quand je les vois s'enfermer derrière de dire mais ça peut pas toucher l'autre. Donc ça me fait du mal à moi. Qu'est-ce que j'en fais? Donc ça tombe, ça fait un flop. Alors je suis pas tout le temps hein, dans cet alignement, mais je suis de plus en plus.
et c'est le but de ma vie, peut-être, d'y être de plus en plus. La vie, ce n'est pas avoir. Alors, la mort, évidemment, pour moi, c'est pas important. Notre première mort, c'est la naissance, d'ailleurs. La mort, ce n'est pas important, c'est important quand on n'a pas vécu, quand on n'accepte pas l'imprévu, quand on n'accepte pas de regarder, ressentir, vibrer avec ce qui est autour de nous et quand on perd son temps. C'est une perte de temps de juger l'autre. Hein. Alors, on est toujours dans est-ce qu'on va manquer, est-ce qu'on va perdre. On n'a rien à perdre, hein, et rien ne nous manque. Alors, je ne sais pas, je reprendrai parce que moi, je peux vous parler 3 heures, donc il ne faut pas déconner non plus. Qui veut parler? Qui veut parler un peu de lui ou d'elle, dire qu'est-ce que la psychanalyse lui apporte, qu'est-ce qu'elle bloque, qu'est-ce qu'elle remet en mouvement. Imaginez-vous au Zénith devant 700 Lacaniens. Lâchez-vous, je ne sais pas moi. Bon, voilà, il y a un silence. Non, il n'y a pas de silence. Ah, vas-y Laurent. Je ne suis pas lacanien. Ah, merde. Veux-tu parler de ce que t'a apporté la psychanalyse? Oui, en fait, c'est une grande question et je dirais même une grave question. Et, si je pense à mon itinéraire de vie, je suis en France depuis une quarantaine d'années, dans un chemin qui m'a amené à être celui que je suis. Mais avant d'être celui que je suis, je fais des rencontres, de différentes sortes de rencontres, à la fois laïques, spirituelles, et je suis tombé à la psychanalyse puisqu'il en est question aujourd'hui. J'ai fait une formation. D'abord, avant de faire la formation, j'ai suivi une analyse pour comprendre un peu qui je suis, dans quel étagère. Et j'ai eu du mal à acheter de mes étagères, mais j'ai quand même trouvé, au bout de 10 ans d'analyse, je suis arrivé à une formation à Bordeaux. C'était juste pour comprendre un peu ce qu'était la psychanalyse théoriquement. Oui, comme on dit, j'ai eu mon salaire. J'ai eu mon salaire dans cette théorisation de la psychanalyse. Mon seul regret, c'est que cette fédération, la personne qui l'a amenée ne m'a pas emballé pour des raisons internes. Mais après, j'ai été rassuré, puisque j'ai compris que, pareil qu'en psychanalyse, il n'y a que des ruptures et des rencontres. Et quand on voit les relations de Freud, de Jung, de Ferenczi, tout ça, il n'y a eu que des rencontres et des séparations. Donc, ça m'a rassuré. Je dis, oh, je ne suis pas le premier, donc je peux, de cette rencontre, en faire aussi une rupture. Et je suis allé ailleurs. Cet ailleurs, c'était tout simplement de dire que, bon, ça y est, ça suffit. Je vais peut-être butiner ailleurs, voir un peu ce qui s'y fait, comment est-ce que ça se passe ailleurs. Dans cet ailleurs, je dirais que je vous ai rencontré. Le mot-clé que j'ai trouvé chez vous, c'est la liberté, la bienveillance. Et vraiment, pour moi, c'était une ouverture. J'ai compris que pour ça, il fallait dénouer quelque chose en moi par rapport à mon cheminement de vie. La liberté, je sais ce que c'est et je sais ce que ce n'est pas être libre. En tout cas, vous me l'avez accordé et je vous en remercie. Et depuis peu, donc, je suis des cartels que je dirais fabuleux. Oui, vraiment fabuleux. Ce n'est pas pour vous surer les chaussures, puisque je n'ai pas été à Orléans pour faire le travail autour des questions de flatter des gens, en fait. En tout cas, merci. Je suis content d'être ici et je suis persuadé que j'aurai encore à découvrir ce que
vous pouvez m'apporter et modestement, c'est que moi aussi, je peux vous apporter. Mais pour cela, je vous demande un peu de compréhension. Ça va venir au fur et à mesure. Et j'ai eu quelques patients. Ça se passe bien. D'autres sont partis pour des raisons de guerre, parce qu'il y a une femme libanaise qui avait des soucis dans son pays. Et puis, il y a une autre qui avait des problèmes financiers. Si ce n'était que moi, j'aurais pu l'accompagner sans même lui demander de l'argent. Je sors d'une vie professionnelle puisque je suis à la retraite où je pouvais ne pas, puisque je suis à la retraite, donc je ne dis pas que je ne suis pas dans le besoin, mais j'aurais pu, parce que j'avais envie d'accompagner des personnes en difficulté qui n'ont pas de possibilités financières. Mais pour l'instant, je tâtonne et j'essaye de voir comment est-ce que je vais m'en sortir sur ce sujet et comment est-ce que je peux accompagner les gens qui sont vraiment en précarité ou qui ne peuvent pas payer. Mais pour l'instant, c'est à étudier parce que je suis un peu dans des difficultés de compréhension avec Freud, qui lui dit qu'il faut que ça soit rémunéré. Donc, bon, Freud est parti. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui une possibilité euh, d'accompagner les personnes sans être rémunéré? Je ne Alors, je vais vais pas. essayer de répondre, Laurent, parce que, en fait, l'idée de ce soir, c'est de laisser parler de notre psychanalyse, mais je vais quand même te répondre. Euh, Déjà, merci pour ta bienveillance. Et c'est vrai que moi, la bienveillance et la liberté, c'est mon moteur de vie. Et quand on est libre, on accepte que les autres soient libres à côté. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de rupture. Normalement, il n'y a pas de rupture dans la psychanalyse. C'est ce que n'ont pas compris Freud, Lacan, etc. C'est une séparation. Et pourquoi, à notre époque, en 2026, pourquoi y aurait-il des séparations, en fait? Puisque nous cheminons côte à côte. S'il y a séparation, c'est qu'il y a heurte. Et s'il y a heurte, c'est qu'il y a incompréhension. C'est qu'il y a névrose contre névrose. Donc, est-ce qu'on n'a pas la possibilité, dans notre liberté et dans notre respect de nous-mêmes, de dépasser ça en 2026, justement d'apporter ce plus, cette petite différence. Alors, on parlera en privé, parce que nous, on fait des psychanalystes associatifs, donc on en parlera en privé, Laurent. Tu n'auras qu'à adhérer à ce système et tu verras qu'il n'y a pas que Freud dans la vie, il y a aussi l'association des psychanalystes modernes. Voilà. Freud nous a lancé des clés et il n'a pas, n'oubliez pas que Freud, il s'est balancé, d'abord je le remercie hein, pour le premier God féminin, enfin quand même, il y a encore qu'il était là, il a sauvé il a sauvé le monde. Mais autrement, il a balancé l'hystérie féminine, mais a-t-il parlé de la première mort qui est la naissance et de l'angoisse de mort? Non. Il a contourné tout ça. Parce que pour lui, c'était sûrement quelque chose que son inconscient n'arrivait pas à toucher. Alors, il est difficile pour un analyste, même pour quelqu'un peut-être d'arriver, se dire, mais maintenant j'ai envie de tout toucher, tous mes angles morts, et tout voir. Moi, c'est mon désir, c'est extrêmement difficile, donc je n'engage personne sur mon chemin, c'est le mien. Mais ce qui fait que c'est que dans ma vie, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, je n'ai aucune rancœur, aucun jugement, je n'ai pas de rupture. Il n'y a même pas de séparation, puisqu'on chemine côte à côte. Si un jour quelqu'un à côté de moi ressent la blessure d'abandon et de rejet, ça lui appartient, parce que moi, je ne rejette personne. Et je suis toujours ouverte au dialogue. Donc, je pense qu'en 2026, personnellement, j'ai envie d'ouvrir cette dynamique où on est à côté des autres, les uns à côté des autres. On n'est pas en train de se lancer des fléchettes. Alors, c'est vrai qu'on revient à toute cette société, cet objet, ces associations qui veulent posséder la psychanalyse. Mais la psychanalyse, c'est quoi au fond? Si ce n'est la plus grande des libertés. Oser être soi, oser se dire, bah, là, je ne sais pas ce qui va se passer et je verrai bien. Plus je me dis ça, plus je m'aperçois de choses que je n'aurais pas vues autrement. Euh, parce que quelqu'un me parlait, j'aurais bien aimé, enfin, j'en Moi, sais je veux rien, bien mais essayer, Anne-Marie, mais allez, faut se lâcher. j'ai rien préparé, hein, mais ce que, alors moi, je veux raconter un petit peu, je vais peut-être être un petit peu personnel parce que bon, la psychanalyse c'est assez personnel. Moi, j'ai fait, je me suis effondré à l'âge de 29 ans et en fait,
J'ai fait voilà, de l'hôpital psychiatrique, des choses comme ça. C'était une grande dépression. Et en fait, après, j'ai commencé avec les analyses. Je suis tombé sur des psys qui parlaient pas. Donc, ça m'a pas du tout aidé. Après, je suis tombé sur un psychiatre qui faisait de la psychanalyse. Et en fait, Ah, euh, vous m'entendez? oui, c'est bon, il y a eu une coupure, mais vas-y. Donc je suis tombé sur un psychiatre qui faisait de la psychanalyse et puis l'intérêt que j'y trouvais c'était qu'il était remboursé. Mais disons que après j'ai quand même avancé un petit peu par rapport à ça. Je sais pas, je suis dans le sujet, Anne-Marie, là ou quoi? Mais on se lâche, il y a Bon, pas de ok, sujet. Parlez d'accord, de ok. toi devant 700 Lacagna. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une première analyse où en fait, je suis arrivé à des conclusions sur voilà le fait que j'avais qu'il y a, que on a tous des traumas et que les traumas ressurgissent dans notre vie à un moment donné au centuple, alors qu'il n'y a pas forcément de, de causes très fortes, quoi, en fait. Et en fait, mais j'étais resté un peu sur ma faim. J'avais compris un certain nombre de choses sur mon éducation, sur ma relation avec mes parents et tout ça, mais je m'étais pas vraiment confronté. Et j'avais toujours encore des crises d'angoisse ou des choses comme ça. J'ai arrêté l'analyse pendant une dizaine d'années. Et puis après, bon, bah voilà, j'ai repris avec vous. Voilà. Et là, en fait, bah, progressivement, j'ai repris, enfin voilà, j'ai appris des choses. Je sais qu'il y a des choses que j'ai appris comme des termes. On est des êtres humains vivants et je sais plus ce que vous dites. Imparfait tout le temps. Et imparfait. Voilà, Je suis un être humain imparfait et vivant. Et ça, en fait, ça a été une grande découverte pour moi. Après. Il y a eu pas mal de. Je me suis reconnecté avec mes ressentis. J'ai appris. Moi, j'avais besoin en fait de comprendre. Il y a eu toute une phase où j'ai lu des livres sur la psychanalyse, où je voulais comprendre, je voulais analyser. J'étais trop dans l'intellect, d'ailleurs, hein, toujours à vouloir analyser, toujours à vouloir comprendre. Et ça a été une phase. Et puis dernièrement, je me suis rendu compte que cette phase, elle m'avait aidé à avancer jusqu'à quelque part, mais en fait, j'ai eu voilà, une autre crise. Et du coup, euh, là, c'est le corps qui m'a rattrapé. Et c'est vrai que là, je me suis reconnecté avec mon corps. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que l'analyse, c'était bien, mais que euh, la parole, c'était quelque chose de puissant, et voilà. Mais par contre, bah voilà, il y avait le corps qui, à un moment donné, nous rattrapait, et puis on pouvait faire des choses complémentaires à la psychanalyse qui pouvaient être, je sais pas, la sophrologie, le yoga, du sport. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et du coup, bah, voilà, euh, j'ai avancé là-dedans. Et en même temps, donc, en me reconnectant à mes émotions, ça, c'est sûr que euh, accepter ses émotions, accepter de vivre toutes les émotions, en fait, et ça, c'est quelque chose que, voilà, vous m'avez appris, c'est-à-dire les émotions autant négatives que positives, eh ben, on les vit, on pleure, on est content, on est triste, on est déprimé, et du coup, enfin voilà, accepter ce mouvement-là, ça a été quelque chose de très important, et accepter les nuances aussi. Je sais que vous avez écrit un livre qui s'appelle 50 nuances de psychanalyse, là, et en fait, euh, ben voilà, moi,
ce que j'ai appris aussi, enfin, dans mon analyse, c'est la nuance. C'est qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Tout est nuance de gris, ou de couleur, ou je sais pas. Et en fait, disons que maintenant, j'arrive euh, à être dans un entre-deux, c'est-à-dire, par exemple, euh, euh, aimer, enfin, arriver à m'exprimer et puis à garder le lien, à m'affirmer et à garder le lien, ou alors arriver à aimer les gens, euh, bien qu'ils ne correspondent pas euh, à ce que j'attends d'eux. Enfin, voilà, je sais pas. Donc, voilà, je suis un peu maintenant dans l'entre-deux, dans le en même temps de Macron, hein, désolé. Mais voilà, en fait, dans le fait de dire, j'ai plus besoin de me positionner et de choisir entre deux solutions antagonistes. Je suis beaucoup plus dans la nuance maintenant, voilà, et, euh, et voilà, enfin voilà ce que je voulais dire, pour l'instant, voilà, merci. Alors, je pense que le patient a aussi besoin de ressentir que la psy est imparfaite. Ce n'est Oui, pas trop trop dire, hein. Je pense que c'est oui. hyper important parce qu'autrement, il la met sur un piédestal et il n'arrive pas, il n'ose pas être lui parce qu'il se dit que il n'y arrivera pas. Il doit comprendre, il doit ressentir que la psy est imparfaite et vivante. Oui, Euh, ça m'a bien aidé de comprendre que vous étiez imparfaite, oui, c'est vrai. ah, je vous l'avais dit. Je le savais. Les émotions, elles doivent nous traverser, bien évidemment. Toutes, elles doivent nous traverser toutes. Si on refoule, un jour, elles reparlent de toute façon. On peut pas, c'est pas possible. Et on a le droit d'aimer quelqu'un qui vous aime mal ou quelqu'un qui vous aime pas. C'est pas interdit, ça nous appartient. Pourquoi on s'interdirait? euh, il n'y a pas d'interdiction. Quand on comprend ça, Il y a des gens qui vous blessent, il y a des gens qui vous blessent, qui sont méchants ou autres, et on peut quand même les aimer, en fait. Et c'est ça que j'ai appris, finalement, dernièrement, voilà. ben oui, parce que la personne qui fait ça, c'est qu'elle elle se parle à elle-même. Elle se dit des choses à elle-même, mais comme elle ne peut pas les entendre, elle les projette sur vous. Et quand vous vous dites ça, ça n'a pas la même dimension. Quand vous dites, mais en fait, elle est en train de me dire à moi ce qu'elle ne peut pas se dire à elle. Donc ça ne Mm, peut pas vous l'empêcher de l'aimer parce que c'est à elle qu'elle se fait du mal. Et comme elle ne peut pas, parce que sa cocotte minute est tellement pleine, c'est une petite sortie du refoulement qui explose, comme elle ne peut pas, parce que ça, symboliquement, ça la tuerait, elle projette sur vous, elle décharge sur vous ce qu'elle ne peut pas comprendre d'elle-même. mm. Son incapacité à ne pas accepter ses imperfections. Et quand on voit les choses comme ça, on se dit, ben, j'ai le droit de l'aimer en fait. Oui, malgré tout. Malgré tout, ben, Mm. voilà, l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur, ça demande rien. C'est un don de soi qui demande pas forcément. On demande pas à être aimé. On a le droit d'aimer. Mm. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, pendant longtemps, j'ai cherché un sens à tout ça, quoi. Enfin, et puis que finalement, bah, j'ai trouvé un sens. Pour moi, c'est le lien du cœur, quoi. Voilà, c'est ça qui m'anime, en fait. Finalement, c'est le lien qui nous unit tous et qui fait qu'on est tous, qu'on communique, qu'on se laisse atteindre les uns par les autres. Et c'est vrai que c'est un peu, voilà, ce que j'ai fini par découvrir, voilà, à travers mon analyse, voilà. Le cœur, c'est le plus important dans la vie. On l'oublie parce en fait, on a deux parties. On a une partie sujet, une partie objet. Et en fin de compte, tout ce qu'on veut, c'est être le bon objet. Je vois quand j'ai des enfants, c'est merveilleux, les enfants. Ils n'osent pas exprimer leurs émotions parce qu'ils vont être jugés, parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas, à l'école, il ne faut pas faire ci. C'est là que tout commence, en fait. Moi, je leur dis, lâchez tout, lâchez tout. On va voir. On va voir ce qui se passe. Et parce que je les tutoie, tu m'expliqueras là pourquoi, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'apporte. Ils doivent apprendre à comprendre leurs émotions. Et non, on met tout dans les boîtes.
Depuis toujours, on met tout dans les boîtes. Comme les impôts. Hein. Les impôts, dans le temps, on met tout dans les boîtes. Mais de mettre tout dans les boîtes, le sujet n'existe plus, c'est l'objet qui prévaut. Et quand on arrive dans un cabinet d'un psy, ou quand moi, mon cheminement d'être psy, c'est parce que l'objet, ben, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de paraître, il n'en pouvait plus de plaire aux autres, il n'en pouvait plus de ne pas être, en fait. Parce que l'objet n'est pas. Il tue son être vivant, en fait. Il le possède et il le tue, il l'autodirige. Et moi, j'aime bien dire des gros mots, donc je dis il l'encule. Mais il l'autodirige et il l'emmène. Oh, bah oui, Cédric. Il l'emmène là où il veut. Et en fin de compte, qu'est-ce que le vivant, il est quoi derrière? Profondément malheureux. Est-ce que quelqu'un veut parler? Je sais pas, j'aimerais Oui, bien. Alors, oui, je voudrais rebondir un petit peu que le sujet il perd toute son identité en fait à force de formatage, de le vouloir rentrer dans des cases et et mon acheminement professionnel m'a beaucoup aidé là-dessus, hein, moi-même, hein, de, je m'étais beaucoup culpabilisée par rapport à ça, de rentrer dans les cases et que finalement j'avais comme au niveau de mes ressentis, une sorte de, est-ce que je peux parler de rébellion? Je ne sais pas. J'étais plutôt rebelle, oui, c'est ça. J'étais plutôt rebelle à rentrer dans les cases. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas pu, j'ai eu du mal à pas m'adapter, mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passait en moi. Et ce travail de psychanalyse m'a permis d'enlever justement de ce refoulement, de dire ben non, t'es toi-même, t'es pas obligé de rentrer dans les cases. Et ça m'a fait énormément du bien. Et puis ma rencontre avec vous il y a pas longtemps, et je voudrais énormément te remercier Marie, parce que quand j'étais entendu parler au téléphone, on s'est eu au téléphone, et j'ai dit oh mais c'est super. Au moins il y en a une qui veut pas rentrer dans les cases, qui parle librement de il n'y a pas d'objection à chaque fois qu'en fait. Et, et c'est vrai que par rapport à mon travail, ce que je fais, j'ai toujours voulu que les gens soient libres en fait. Et ça, j'ai eu du mal en fait de paraître, tout ça. Ça m'a beaucoup travaillé et ça m'a fait énormément du mal de vouloir rentrer dans les cases que j'arrivais pas. Je me suis culpabilisée pendant très longtemps. Et là, ça fait très peu de temps, qu'il n'y a pas longtemps que je commence à souffler parce que bon, finalement, je me suis dit que t'as pas à te culpabiliser pour autant. Le système est fait comme ça et de comprendre, et ça me permet aussi de comprendre l'autre en face de moi, ce qu'il est en train de vivre, cette souffrance, d'où vient cette souffrance. Et oui, les gens souffrent beaucoup de les faire entrer dans des méthodes, de les formater, oui, parce qu'ils perdent leur identité en fait, d'humain, comme on le dit, du vivant. Pourquoi il est vivant en fait? C'est pas pour entrer dans les cases, à moins que je me trompe, mais quelqu'un peut rebondir. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est faux, mais c'est c'est vraiment bien de pouvoir en parler de ça en fait. Alors moi aussi, je suis passée, Bernadette, on passe à un stade par la rébellion. Maintenant, j'ai plus envie de me rebeller. D'abord, quand on me dit tu défends pas la psychanalyse, je dis non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin. Pourquoi elle aura besoin d'être défendue? La psychanalyse, c'est du vrai, c'est de l'authentique. On va défendre quoi? Elle va faire son chemin et personne. Si on veut la mettre dans des cases, ben, on s'appellera autrement. C'est de la recherche. La psychanalyse, moi, quand comme je la ressens, j'ai pas besoin de la défendre. Elle est là, point, barre. J'ai pas de temps à perdre, pas d'énergie à ça. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un veut? Oui, Cédric. oui, je veux bien intervenir rapidement. Je vous explique, je vais devoir ensuite, après ce témoignage, certainement partir parce que j'ai mon grand-fils Samuel qui est là ce soir et je dois faire des pizzas. Voilà, donc, il mange beaucoup, il est très grand, il fait 1m95. C'est Ah oui. complètement dire. Bref, au sujet de la psychanalyse, moi j'aimerais parler de ma première analysante. Euh, je lui ai parlé de cette réunion, mais vous allez comprendre pourquoi elle n'est pas là. Donc, dans mon milieu professionnel de base, où je suis, on va dire, éducateur sportif indépendant à la base et particulièrement en escalade, hors de mes études de tous ordres, évidemment. Euh, j'ai rencontré à des moments sur ma fin de psychanalyse des personnes qui
sont venus me demander directement d'être leur psychanalyste. Ce qui m'a mis un sacré coup de pression parce qu'il s'agissait de deux psychiatres et d'un médecin, qui étaient des parents d'enfants et collègues qui faisaient de l'escalade, que je connaissais de loin, sans plus, donc c'était problématique d'accepter, de ne pas accepter. J'ai beaucoup discuté avec la personne qui a terminé mon analyse, entamé l'analyse didactique, puis ma supervision, avant d'accepter, évidemment. Et donc, j'ai eu cette première patiente, dont je ne dirai pas le prénom, euh, qui était médecin urgentiste à la base, qui, épuisée par ses conditions de travail, à 36 ans, a décidé de s'orienter vers la psychiatrie, et qui donc m'a demandé de l'aider à comprendre certains points, d'une part. Au départ, c'était plus d'un point de vue théorique et professionnel, euh, et s'en est arrivé à sa propre analyse au final, quoi. C'est-à-dire que derrière cette demande euh, théorique, euh, se déguisait ou était cachée une demande d'analyse qui ne se disait pas. Et donc, nous avons finalement entamé son analyse. Euh, et ça a été une très très grande leçon pour moi. C'est vraiment la toute première, hein, ma toute première analysante. Euh, Puisqu'il y a peu, on lui a annoncé à 36 ans qu'elle avait un cancer généralisé et que du coup, elle avait 1 an et demi d'espérance de vie au maximum. Ça fait un peu redondance avec ce que tu m'as raconté de ton analysante qui est repartie au Japon, Mhm. mais qui avait déjà vécu, on va dire, toute une vie, quoi, quelque part. Euh, donc, je parle ici de mon premier échec, dans le sens où j'ai pas réussi à être dans un contre-transfert efficace. Euh, j'ai paniqué, en fait, clairement. Mhm. J'ai paniqué. Ma première patiente, jeune future psychiatre, brillante, étudiante, qui recevait déjà des patients. On se voyait plusieurs fois par semaine. Euh, Ça a été un choc que je n'avais pas prévu. Il y a cette composante traumatique un peu là-dedans, dans le sens où j'étais absolument pas préparé à ça. Et sur le moment, quand elle m'a annoncé ça, j'ai pas eu les mots. J'ai pas eu les mots à dire, j'ai pas eu les mots à comprendre. Euh, Ça a été, j'ai revécu un petit peu l'annonce de ma mère qui m'annonçait sa maladie de Charcot et ses 2 ans d'espérance de vie, en gros. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, une réminiscence un peu traumatique. Et j'ai passé un temps où j'étais absolument pas à la hauteur en tant qu'analyste, où j'ai réellement été, moi, en échec, euh, pour moi. Peut-être pas pour elle, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est jamais en échec. C'est une rencontre entre deux humains. Si ça touche quelque chose en toi à ce moment-là, parce que moi, ça m'est arrivé d'apprendre pendant une consultation des choses graves, mais accepte de ça. C'est pas un échec, c'est une rencontre. Dans une rencontre, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Mais non, il n'y a pas d'échec. Ça a touché quelque chose en toi de violent. Bon, après, il Ouais. faut aller le déposer à un superviseur, mais l'échec n'existe pas en analyse. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Si c'était là, c'est que ça devait être là. Moi, j'ai pleuré une fois devant un. Je venais d'apprendre que quelque chose sur mon petit-fils qui, à la naissance, qui était très lourd, et j'étais pas bien. Mais il n'y a pas d'échec dans la vie. Ça n'existe pas. Ah, disons que j'aurais dû être un vieil arbre centenaire et j'étais une brindille, quoi. Mais tu vois, en fait, l'idée, c'est que toi, ça t'a renvoyé à une angoisse de mort qui n'est pas travaillée. D'ailleurs, pour la travailler, il faut déjà travailler sur notre première mort, qui est notre naissance. Mais c'est une occasion, justement, une occasion unique pour aller la travailler. Ça a été fait depuis, hein, c'est bon. Ben voilà, c'est une occasion unique, tu Non, vois. non, ça a Il n'y a été fait. pas Ouais, ouais. d'échec. C'est que un point devait être touché. Nous restons des humains. Justement, ça montre qu'on ne parle pas comme des livres. Disons que c'est une grande leçon. Je vais le dire comme ça, Pourquoi une leçon? parce que j'ai beaucoup appris de ça.
Voilà, une leçon de vie, oui, en Mm. mouvement, qui te met en Tout à fait. mouvement. C'est quelque chose qui te met en Exactement. mouvement. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Quelque chose qui te Bon, du montre. coup, elle a arrêté l'analyse, hein, vu le temps qui lui restait. Elle a arrêté de travailler. Et c'est pas qu'elle est dans le déni parce qu'elle sait très bien, a priori, ce qui l'attend. Hein. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a peu de. Enfin, c'est même pas peu de chance, hein, c'est vraiment assez désespéré. Mais du coup, elle croque la vie. Et je la comprends. Ouais, je la comprends. Tu vois, dans ces cas-là, ce qu'on fait, moi, quand ça m'arrive au cabinet, je donne de l'amour. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on est psychanalyste qu'on ne doit pas donner de l'amour sans condition. Mais Enfin, c'est ça aussi, la psychanalyse. j'ai pas été dans la bonne position pour donner de l'amour Parce que tu parce n'en qu'elle a avais pas bien pour toi à ce compris moment-là. que ça m'avait bouleversé. Voilà, Et donc, du coup, je ne suis pas le meilleur de ma position d'être bouleversé pour lui donner de l'amour dont elle a besoin. à ce moment-là. Ok. Exactement. Donc, peut-être ça reviendra. On échange de temps en temps. Je reste présent. Euh, mais ouais, ça a été une première opération, on va dire, costaud. C'est costaud. Mais il faut se dire que toute expérience et toute est belle expérience de vie. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Néanmoins, j'aurais largement préféré qu'elle continue pendant 5 6 ans sa psychanalyse. On avait commencé à démêler pas mal de nœuds et que tout se passe bien, qu'elle soit une excellente psychiatre parce que c'est quelqu'un de très généreux, de très gentil. Et ouais, ça a été difficile à vivre, quoi. Et là, c'est pas tant l'angoisse de mort qui s'exprime que la peine pour cette personne, vraiment, quoi. Beaucoup de peine. Euh, mais en même temps, elle vit l'intensité. C'est court, donc c'est intense. Alors, C'est la un beau. peine de quoi? C'est parce que ça te renvoie à ta propre mort. C'est même pas à la mort que ça nous renvoie, c'est au néant. Parce que est-ce qu'on meurt vraiment? On voit bien une fleur, quand elle fane, elle met de l'engrais dans des graines, elle met, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on Oui, meurt tout à fait. vraiment? Oui, on meurt dans l'état où on est, mais pas. Alors, on a besoin d'exister tant que ça. C'est quoi la mort? En fait, c'est vrai qu'on pourrait discuter longtemps là-dessus. Ben, rien ne se perd, tout se transforme, ça c'est sûr. Voilà, rien que tu le sais, Ça toi, c'est sûr. physique quantique, bon, rien que se perd, tout se transforme. Et Exactement. quand tu regardes, alors, je ne sais pas en quoi on voit ça, mais si on regarde un être humain, on voit de l'énergie autour. Et il y a de l'énergie parce qu'on n'est pas, on est chaud, on est froid, on dégage de l'énergie. On est tous liés par cette énergie, et ça c'est scientifique, c'est pas de la connerie. On est tous liés par cette énergie. Hein. Euh, Pourquoi on accorde autant de catastrophes à la mort? Je sais pas, c'est une question, j'ai pas la réponse. Euh, Pourquoi? En fait, en accordant autant de Anne-Marie, catastrophes à la mort, on ne vit pas. Oui, la mort, c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. mais moi j'ai pas peur de l'inconnu. Non, 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 je te dis pas Oui, c'est ça les gens, vraiment c'est pour ça, oui. toi. C'est l'inconnu. Ouais. L'inconnu fait peur, l'ignorance fait peur. Donc À l'objet, automatiquement, voilà. alors que la psychanalyse, c'est la plus belle des ignorances, et quand on a compris ça, la mort fait pas peur. Mais on en revient là, hein. Ouais. Moi, la mort me fait pas spécialement peur, la mienne dans tous les cas, celle des autres plus. Pourquoi? Alors qu'est-ce que tu as peur de perdre qui te manquerait dans la dépendance affective? Et paf, tu voulais partir t'occuper de ton fils? Non, c'est pas une question de dépendance affective. Je crois qu'on a tous un petit peu quelque chose à livrer de notre vie. Et je suis malheureux pour les personnes qui n'ont pas le temps de livrer ce qu'elles ont à livrer. Alors, je me dis peut-être que, effectivement, ce sera livré autrement. Ou par la suite, Mais pourquoi un avoir jour ou besoin la de livrer? réincarnation. Hmm. Moi, pourquoi avoir besoin de livrer? Moi, j'ai besoin. En fait, j'ai eu ce besoin de livrer, de transmettre, et maintenant, c'est plus un besoin. Si j'écris un deuxième livre, ça sera un désir, mais c'est plus un besoin de transmettre. Ah oui, non, moi j'ai besoin, ouais, 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 mais c'est C'est encore moi. dans le besoin? Hein. Bah, après, c'est un peu mon cerveau qui me fait ça aussi. Hein. C'est mon cerveau qui me joue des tours et c'est un peu le maître de la maison plus que moi, quoi. Mhm. Évidemment. Ça, c'est ce que m'a appris la psychanalyse, justement. C'est que c'est lui qui me dirige. Hein. Mhm. Je peux éventuellement apprendre à comprendre comment il fonctionne vite fait, mais c'est comme lui qui me dirige. Là, je sais que
En bref, je suis en train d'élaborer une thèse sur l'expansion de l'univers. Oui, Je oui, j'ai rentre vu en que tu troisième partageais année, beaucoup là-dessus, ouais, oui. de licence en astrobiologie et en astrophysique. Mm. Donc, je continue mon parcours d'étudiant de manière tout à fait passionnée. Et je veux arriver au bout de cette théorie et livrer ma thèse sur l'expansion de l'univers et l'absence d'énergie noire et de matière noire. Voilà, c'est l'objet petit a de Lacan, hein, il est là, un peu là-dedans, il s'incarne un petit peu là-dedans. Et je crois qu'on a envie de, quand même si cet objet petit a, il s'enfuit tout le temps, dès qu'on l'a, il s'enfuit, il se transforme en autre chose, envie d'en réaliser le plus possible, si je puis dire. C'est bien mais c'est un désir, c'est pas une envie, c'est un désir et c'est un désir de Oui, vie. Alors, aller au bout de ton désir, oui, mais est-ce que ne pas euh, céder sur mon désir. ne pas céder sur ton désir, il y en a qui seraient contents. Tiens, il Exactement. y a des théoriciens qui seraient là. Ah, je vous l'avais dit. Ne pas céder sur ton désir. Euh, oui, une ténacité, une certaine ténacité, mais ça n'empêche pas que si la mort vient, elle vient, c'est pas grave. Eh ben, en tous les cas, je la verrai pas. Tu vois, Après, la deuxième étape, c'est se dire que si on va pas au bout de son désir, c'est que ça devait être comme ça. Et ouais, c'est tout à fait. où un autre désir vient, où quelque chose va se passer, qui va transformer quelque chose. À force de vouloir saisir même son désir, il nous échappe. Ah, mais de toute façon, il ne fait que nous échapper. Il ne fait que nous échapper. Ah Ah ouais. oui, oui, oui. Alors, j'ai essayé la tactique de l'esquive, hein, de me cacher un petit peu, de le laisser s'approcher. Et Ouais, quand il est trop près, d'essayer de l'attraper. Mais ça marche pas. ouais. Ça marche pas. Ah, Non, c'est ça con. marche pas. Ah, Non, non. c'est con, Il y en a Cédric. toujours un autre. Bienvenue dans notre association, en fait, Cédric. Merci beaucoup, Anne-Marie, et j'en suis ravi. Moi, pour ce qui est séminaire, déplacement, etc., j'ai un camion ménager que j'ai appelé mon psychobus. Ah, bah, tu viendras, on va se Euh, marrer. Je fais pas la bouffe, hein, je vous le redis. moi, j'ai mon petit camion ménager, je dors dedans. Et il m'arrive de consulter dans mon camion, dans la campagne lointaine, auprès de personnes très âgées qui ont envie ou besoin de parler, qui n'ont personne. C'est Ouais. mon psychobus. Ouais. Ah, bah, tu viendras avec ton camion, c'est bien. Oui, c'est ça. J'espère. Mais J'attends ton questionnaire quand même quand tu auras 5 minutes. oui, ça faut que j'y pense. Bon, l'administratif, tu sais, c'est un peu la cata. Voilà, j'ai fini. Hein. Pour une fois, j'en ai pas plus à dire. Bon, ok. Bah, je te remercie pour ton témoignage, ta bienveillance et ta Ben, gentillesse. écoute, avec plaisir. Merci à vous tous. Hein. Et tout. Merci à toi. Alors, est-ce que Lara veut parler Alors, ou pas? Elle fait comme elle j'ai veut, plus un Lara. moment, je vais faire la pizza. Pardon. Lara? Non? Oui? Non? Pas envie de parler. Ok. Oui? Trop Ah. timide. Trop timide? Rien à dire? Pas pour l'instant. D'accord. Bon, Inès, j'ai vu que Inès voulait parler. Allez, Inès. J'ai beaucoup aimé une phrase enfin, en fait, j'aurais bien voulu rebondir sur ce que plusieurs personnes ont dit parce que j'ai pris quelques notes, mais je vais rester sur la dernière chose. J'ai beaucoup aimé la phrase de Cédric euh, quand il parlait de j'aurais bien voulu être une branche forte et je me suis sentie une brindille en fait. J'ai bien aimé cette image et du coup ça a soulevé une question. Je me suis demandé en fait est-ce qu'il faut être fort pour être un psychanalyste ou pour être un psychanalyste compétent et du coup je voulais partager avec vous cette question et voir ce que vous en pensez quoi. Voilà, c'était Mais il n'y juste a ça. pas de psychanalyste compétent déjà. Et après, je vais laisser répondre Séverine. Et je pense que non, c'est nos faiblesses, notre force. Il ne faut pas être forte. Il ne faut pas être une branche forte. Moi, je ne suis pas une branche forte. J'accepte mes faiblesses, c'est justement ça. J'accepte d'être une brindille en toute humilité. Et c'est ce qui peut-être fait paraître aux autres une force, mais c'est pas une force. Enfin, c'est pas une force celle que c'est pas une puissance, c'est pas du matriarcat, c'est pas du surmoi, c'est pas du tout ça. Non, être une brindille, c'est génial, quoi, parce qu'on bouge au vent. Ah. Être une branche forte, non. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Qu'avons-nous à prouver? Ne rien avoir à prouver. Je sais pas. Séverine voulait répondre? Ouais, moi j'allais dire un peu la même chose que ce que tu viens de dire. Si on part vraiment sur une histoire de branche et de brindille, pourquoi pas tout simplement le bambou? Je pense que la psychanalyse, c'est être un merveilleux morceau de bambou. Au gré du vent, il reste solide, il reste tout ce qu'on veut, et pourtant il reste là.
Et je pense personnellement que la psychanalyse, être psychanalyste, c'est pas être fort, c'est pas être un roc, c'est justement les blessures et les faiblesses et d'une certaine manière le vécu qui fait que on est plus ou moins réceptif à certaines choses et qui fait que on devient ce côté qui tient pour le patient. Enfin, je le vois comme ça, Anne-Marie, hein. Après, dis-moi si je dis des conneries, hein. T'as le droit Ah de me dire non, 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 je suis pas tout est d'accord. respectable. Il n'existe pas de conneries. Tout est respectable et tout est entendable. Il n'y a pas de conneries. C'est ça C'est qui est ouais, je le vois comme ça. Bon, après, je le vois comme ça, c'est moi. ouais. Mais être une branche, être une brindille, je pense que c'est plus un côté bambou où on tient pour notre patient. Et quand bien même on viendrait à pleurer ou qu'on viendrait nous-mêmes à ressentir une émotion, bah c'est ce qui fait qu'on est humain en fait. On n'est pas des robots. On est vraiment humain. Avoir quelqu'un en face de vous, mhm, 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 bah c'est dur en fait. Là, on se sent vraiment comme une brindille. Et on a l'impression d'avoir ce roc en face de nous. Il est là le problème, je pense. Après, c'est moi. Je sais pas si je suis très claire de comment je Si, l'explique, si, mais Inès. après avoir dit que j'étais un cheval, moi je préfère, Séverine, être une rose. La rose me va bien, sauf que Oui, mais la rose, elle pique. oui, mais justement, n'importe qui peut pas la toucher. Oui, bah Pas justement, j'ai des déconner. fourmis dessus. Non, mais la rose me plaît. C'est une symbolique qui me plaît beaucoup parce que c'est un don de soi d'amour universel et je pense aller vers ça. Moi, c'est ce qui me fait vibrer personnellement. Euh, voilà. Est-ce que Nathalie veut parler ou est-ce qu'elle veut pas parler? Pas du tout. Vous pouvez parler de moi, Nathalie, si vous voulez pas parler de vous. Vous pouvez dire ce que vous pensez de moi. Ah ah, piégé. Ok? Allez, ouvrez votre micro. Racontez au moins ce que vous pensez de moi. Non? Merde, c'était des méchancetés? Ah, c'est dommage. Vous voulez rien dire? Allez, Nathalie, ouvrez le micro. Juste dur, je sais pas, bonjour. Ça marche pas? Mais si, ça devrait marcher. Je demande de réactiver le son. Vous appuyez sur le bouton. Non, c'est pas vrai, ça marche pas? Non, c'est pas possible. Ça m'aurait fait plaisir de vous entendre. Bon, bah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Mon technicien à côté. Très heureuse de vous voir. Merci. À quoi dire? C'est compliqué pour moi. Déjà, je sors de ma zone de confort, ne serait-ce qu'un pour mettre l'image. Donc, déjà, Mais vous c'est êtes énorme, merveilleuse. quoi. Comment? Alors, vous êtes merveilleuse. Alors, que pourriez-vous dire? Si vous voulez pas parler de vous, parlez de moi. C'est pas grave, moi, c'est bon. Moi, je vais simplement dire que je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre, mais que je suis tout simplement devenue moi. C'est tout. Donc, après, je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Donc, après, c'est pas facile pour moi. De vous exprimer là? Ouais. Mais pourtant, celui-là, on n'est que toutes les deux. Non, c'est pas vrai. Il y a 700 personnes lacaniens devant moi. Ouais! Non, voilà, c'est Qu'est-ce oui, qui en vous apporte 4 ans, votre analyse? Le en, fait de qua- en, venir. qua- en 4 ans, j'ai fait énormément de progrès, quoi. Je Mhm, suis sortie de ma bulle, comme on dit, quoi. mhm. C'est, j'arrive à aller vers les gens alors qu'avant, c'était pas possible, quoi. C'était, ouais, je vivais enfermée, quoi. Malgré que j'ai un métier, je sais pas comment dire, mais bon, je suis beaucoup avec la nature, donc l'être humain me fait peur. Je vous ai pas Voilà, fait peur. Ah, mais je suis pas humaine, c'est vrai. ouais, il a fallu beaucoup de temps quand même, hein. Ah, oui, il a fallu Beaucoup, du temps. beaucoup, beaucoup de temps, quoi. J'accorde pas facilement ma confiance, quoi. Je sais que j'ai d'énormes traumas, mais bon, je les accepte plus. Mhm. Après, comme je vous dis, là, je sors de ma zone de confort, hein.
en arriver là, c'est énorme. Hein. Merci. De Merci. rien. Merci pour votre bienveillance aussi. Ouais, toujours, ça, c'est ma spécialité. Ah, c'est une bonne spécialité, il faut la garder, Nathalie. Ouais, mais bon, l'être humain n'est pas comme ça. Ah bah, quoi vous dire? Rien. Rien. Est-ce qu'on Donc, peut changer l'idée, c'est pas de changer les autres, non? non, je le sais bien, ouais. Vous avez vécu comme une véritable renaissance. Ah, c'est énorme. Mhm. C'est énorme, j'ai pas de mots pour le dire, quoi. Mhm. Je pense que je serai plus là pour le dire. Voilà. Mais bon, chaque chose, chaque petit pas, c'est quelque chose de gagné, quoi. Et comment se sent votre cœur aujourd'hui? Il vole. Ah waouh, on vole toutes les deux. On va faire le tour du monde. C'est bon, je reviens de voyage Ouais, vous déjà. revenez de Thaïlande. C'est ça. Pas moi, Quelle je bienveillance. C'est bon, j'étais moins loin. Oui, mais bon, voilà, quoi. Je m'ouvre vachement plus aux gens, quoi, que je ne pouvais le faire avant, quoi. Enfin, voilà, quoi, je suis toujours introvertie, ça, on ne change pas, quoi. Après, ben, je pense que je vais arrêter là, quoi. Alors, continuez à voler très haut. Merci quand même d'avoir De rien. parlé. C'était juste magique. Bon, Ok, Martine, merci. si je vous donne la parole, vous parlez? Merci, Nathalie. Ah, je ne sais pas, demande un peu. Je ne peux pas réactiver, moi. Alors, c'est les gens qui doivent réactiver. Donc, peut-être que ça va marcher, Martine, ou peut-être pas. Ah, Martine. Ça marche, Martine, ou pas, non? Moi, j'arrive pas à vous débloquer à distance. D'habitude, j'arrive, mais là. Bon, ben. Oui, même s'il y a que le son, c'est pas grave. Mais il faut au moins Ah, qu'on ça ait. y est, c'est bon, c'est bon. J'arrivais pas à remettre mon micro. Alors, Martine, enchantée de vous voir là. Qu'avez-vous à nous dire? Que désirez-vous nous dire? Oh, ben moi, je voulais simplement dire que, ben, avant de vous rencontrer, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq psys, entre des psychanalystes et des thérapeutes. Et puis, bon, ben, je vous ai rencontré, puis les choses se sont ouvertes. C'est un peu difficile, c'est encore un peu difficile, mais la dernière année, comme vous savez, à travers ce que j'ai donc vécu, ben, ça se débloque. Voilà. J'avais pas compris. Je suis un peu comme le monsieur qui a parlé en premier. Je sais pas si, il me semble que c'était Laurent, c'est ça, non? Oui, c'est Laurent qui a parlé en premier. Qui a parlé de son effondrement, c'est ça? C'était Laurent? Oui, il Non. me semble que c'est Laurent qui a parlé en tout premier. D'accord. C'est ce qui m'est arrivé. En 83, j'ai eu comme un effondrement par rapport à des soucis, une enfance un peu perturbée, avec des parents qui se déchiraient beaucoup et puis du fait, bah, du coup, bah, ils ont déchiré leurs enfants. Et à travers ça, ben, j'ai moi-même eu des problèmes avec mon fils, que à l'école, on a découvert qu'il n'allait pas très bien. Et c'est comme ça que je suis rentrée en parcours psy. En allant voir les profs, les instituteurs à l'époque par rapport à une convocation, on m'a dit, bah, écoutez, vous pouvez aussi être aidé. Alors comme moi, le côté psy m'intéressait déjà depuis toute jeune. Mais comme bon, je suis née en 54 et puis à l'époque, quand j'avais 15 ans, 16 ans, on parlait pas des psys comme maintenant. Et on rencontrait pas un psy comme maintenant. Donc j'en connaissais un qui était psychiatre à la prison de Fleury-Mérogis, parce que j'habitais à côté.
et qui était client chez mes parents. Et c'est comme ça que je me suis intéressée petit peu par petit peu, parce que j'avais une cousine aussi qui était très intéressée par le côté psychanalyse. Et je les entendais, j'avais une quinzaine d'années, elle disait, bon alors, quand est-ce que je commence ma psychanalyse? Et bon, je les entendais un peu discuter ensemble. Et j'avais toujours une oreille tendue et c'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie d'aller voir et j'avais compris, je comprenais le sens de ce que c'était une analyse. Mais bon, moi-même, j'ai pas vraiment fait le pas puis à l'époque, je vous dis, on ne trouvait pas vraiment comme ça. Je pensais pas que la porte m'était ouverte. Voilà. Et puis, en rencontrant ces problèmes avec mon fils à l'école, du coup, on m'a proposé d'aller voir dans un CMPP. Quand je suis allée au CMPP, j'ai été reçue par le directeur et puis par une psy aussi, une psychanalyste qui m'a dit, bah, écoutez, vous pouvez aussi être reçue. Alors, comme je suis pas du tout fermée, j'ai donc accepté ce qu'elle m'a dit. J'ai été reçue pendant à peu près 6 mois et puis après, bah, au bout de 6 mois, elle m'a dit, écoutez, là maintenant, il faut que je vous envoie, si vous voulez continuer, il faut que je vous envoie voir un tiers parce que je ne peux plus vous recevoir ici. Alors je dis, bah oui, alors voilà, j'ai commencé ici et puis j'ai commencé avec vous et puis maintenant, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. J'avais pas compris le sens, hein, qu'on continuait. Moi, à chaque fois, je pensais qu'il fallait recommencer. Après, avec le temps, j'ai fini par comprendre que on continue ce qu'on a commencé. Et du coup, j'ai fait 3 années sur Paris. J'allais 3 fois par semaine à Paris. Et je comprenais pas trop, hein. J'étais sur le divan, je comprenais pas trop ce que je venais y faire. Mais enfin, je continuais. Et après, donc, j'ai arrêté. Entre chaque analyste que j'ai vu, j'ai interrompu 2 années. À chaque fois, j'avais besoin de 2 années pour digérer. C'est maintenant que je comprends tout ça, hein. Avant, j'avais pas compris. J'avais besoin d'un espace de 2 ans. D'ailleurs, avec vous, Anne-Marie, c'est ce qui s'est passé aussi, hein. Il y a eu 2 ans où j'ai arrêté et j'avais besoin de digérer. Donc, je suis revenue avant l'événement qui m'est arrivé l'an dernier, hein, le décès de mon mari. Et du coup, le décès m'a fait avancer. Alors, contrairement, je ne sais pas si c'est contraire dans l'analyse ou si c'est un bien. Enfin, je pense quand même que c'est, je, je pense quand même que c'est un bienfait. Les choses se sont ouvertes. J'avais des choses qui étaient en stand-by. Il y avait de la colère, il y avait tout ça. Et je suis en train de travailler tout ça et c'est en train de s'ouvrir. Ça s'ouvre petit à petit. Donc, très contente d'avoir rencontré Anne-Marie parce que elle m'a beaucoup fait avancer. Parce que quand je suis venue la voir, j'étais pas vraiment, j'avais envie de rencontrer encore quelqu'un d'autre quand j'ai vu quand j'ai rencontré comment on dit, sa plaquette chez un kiné, j'ai vu la plaquette et j'étais attirée par la plaquette. J'ai dit, ah là là, j'ai dit là, il y a quelqu'un qui m'intéresse. Et puis j'ai laissé un petit peu cheminer ça. Et je l'ai appelé, puis on s'est rencontrés et j'ai trouvé bon une personne qui était très à l'écoute et qui avait bien compris. Et puis je dirais que maintenant dans la reprise, là, depuis 1 an et quelques, je l'ai trouvée encore différente par rapport à ma rencontre la première fois. Et là, qu'elle avait, comment dire, qu'est-ce que je vais dire là? J'ai vu qu'elle s'était épanouie, mais alors, à je sais pas combien de degrés, je dirais ça. Mais bon, voilà, c'était simplement pour dire ça. Je vous fais part de mon parcours. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais bon, pour moi, je pense m'être bien expliquée. Bah, Et l'idée, je merci m'arrête, Martine, merci beaucoup. je m'arrête là. L'idée, c'est de déposer quelque chose, en fait. Bon, on n'est pas au Zénith, mais enfin, c'est un peu ça. En fait, quand on fait concurrence au Je, Zénith. Voilà, je l'idée, vous c'est de avais, déposer. je vous Allez, avais dit que c'était pas gagné, hein, pour ben oui. parler ce soir. Et- Là, et- je me surprends. Bravo à vous.
L'idée, c'est ça. En fait, c'est de déposer quelque chose de soi au monde. Comme disait, je ne sais plus qui, il faut crier au monde. Il faut crier au monde les choses. Alors là, on ne crie pas, on dépose un peu de soi. Personne n'a dit de conneries sur moi, c'est con, je vais être frustrée. Je m'attendais quand même à des choses. Oh, oh, je dirais bien que vous êtes un peu grossière de temps en temps, mais bon. Ça. Et ma petite fille au téléphone, l'autre fois, elle me fait, j'ai fait, oh putain, je fais, oh putain, et puis sa mère, elle fait, mais Anne-Marie, t'as dit un gros mot. Je fais, bon, oh, Emeline, tu fais chier, j'ai dit putain. Alors la petite, elle fait, mamie, t'as dit, putain, tu fais chier. Sa mère, elle fait, oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Oui, ben alors les gros mots, c'est comme ça, c'est fait pour être utilisé. Qu'est-ce que ça Non, veut c'était la petite boutade. C'est pas grave les gros mots. Enfin, c'est un mouvement dans la vie et oui, j'ai pas un langage pompeux. Bah écoutez, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Oh, Jean-Marc, à toi, as-tu quelque chose à dire, à déposer? S'il commence, on a la jusqu'à demain, donc on peut s'arrêter. Vas-y, vas-y. Non, j'entendais tout à l'heure une espèce de proposition ou de supposition de psy qui est dans une forme de certitude, alors que c'est tout à fait le contraire. Je pense que il y a beaucoup de déconstruction à faire, de passer au-delà de l'étape du connaissant, puisqu'effectivement, les différentes écoles nous remplissent de concepts, d'idées, de postures, et que nous n'avons pas toujours la capacité de dépasser ces états-là. Et je pense que notre véritable métier, pour les dire de cette façon-là, pour se positionner, commence à partir du moment où on va déconstruire ces aspects pour, pour ne pas rester dans une posture figée de sachant, de connaissant, qui nous mettons dans un fauteuil complaisamment à recevoir des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles vont mal. Et bon, bah, c'est au-delà du concept du psy d'Épinal, en fait, dans cette image supposée d'un Freud qui continue à être dans son fauteuil, dites-moi, parlez-moi, je vous écoute, etc. Toutes les suppositions qu'on peut se faire. Et bon, je pense que nous sommes là dans un cadre qui permet de déconstruire cette pensée et donc c'est toujours apprendre que déconstruire la pensée du psy, figure figé, il s'est arrêté de travailler. C'est très facile, c'est aussi côtoyer d'autres psys par ailleurs. Beaucoup se sont arrêtés de chercher, beaucoup se sont arrêtés de s'interroger, beaucoup ne sont pas en supervision et finalement, s'ils sont bien comme ça, c'est bien. Personnellement, je ne saurais me tenir dans cette non-agitation-là et chercher en même temps que la personne qui est assise en face. On le dit assise en face puisque moi, j'ai un petit jeu auquel je joue avec mes consultants, j'aime pas le terme de patient, de changer de fauteuil. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un fauteuil et puis de temps en temps, on va changer. Euh, Parfois, quand les gens sont joueurs, je dis, ben, aujourd'hui, c'est vous le psy. Et parfois, ça marche très très bien et ça permet de sortir des trucs qui n'ont pas encore pu être formalisés. Et je me dis, ah, bah, c'est merveilleux. Et finalement, je reste un peu comme cet enfant épaté devant la capacité de déploiement de cet autre quand il est laissé à sa propre liberté. Voilà, je ne dirai que cela ce soir, madame. Oh, monsieur. Merci. Alors, la liberté, c'est vrai, c'est aussi laisser la place à l'autre. Alors déconstruire, moi je pense qu'il faut tout déconstruire. Ça nous permet d'entendre l'autre et de ce fait lui prêter notre oreille pour qu'il puisse s'entendre. À partir du moment où on arrive avec une vérité, alors moi aussi des fois j'arrive avec une position, mais c'est très facile elle est fragile ma position, elle est jamais si affirmée que ça. Bon, sauf dans les cas d'urgence où là j'arrive à avoir quelque chose de plus dans le médical, enfin. Mais il faut arriver à nous déconstruire en permanence, en fait, de ne pas rester sur
Ben voilà, on sait, on est telle personne. Mais non, on n'est pas telle personne. On est dans la plus grande des ignorances, même de qui l'on est. Moi, je suis dans la plus grande des ignorances de qui je suis. Et c'est pour ça que tout m'intéresse. C'est pour ça que tout me fait grandir. Et c'est pour ça que je me suis envolée, comme vous dites, et que j'ai pas fini de m'envoler. Je pense, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Pour vous dire, même mes enfants ne sont pas au courant de celle que je suis devenue. Je leur ai dit que j'allais les prendre tous les deux et qu'ils allaient pour une fois m'écouter et entendre le chemin, pas que j'avais parcouru, ça n'a pas d'importance, celle que j'étais maintenant, même si l'aîné a capté un petit peu. J'ai toujours été depuis très très longtemps dans le don de soi, mais c'était le don de soi pour en récupérer quelque chose. Maintenant, le don de soi est complètement gratuit. J'ai réussi à accéder à ce que je désirais le plus, être bienveillante même sous les canons et à donner de l'amour là où on me donnait de la haine. Et ça, c'est un grand, c'est pas une satisfaction, c'est un alignement que j'ai. Alors pas en permanence, hein, je suis pas devenue, pas en permanence, mais j'essaie d'avoir le plus possible cet alignement parce que ça me va en fait. C'est pas pour plaire à qui que ce soit, c'est parce que ça me va. Et je vois des choses merveilleuses. Vous voyez, moi, je fais discuter avec un psy sur le marché depuis très longtemps. Et j'offrais un café avant. Et là, on n'offre plus de café parce que c'est un des commerçants qui fait du café. Donc, lui m'en offre. Et là, j'ai vu pendant mon absence dans la Drôme, la police municipale fait la même chose sur le marché. Mais je me dis, mais quel bonheur! Ils offrent un café, ils viennent parler avec les habitants. Mais je fais, c'est le rêve, là, ça fait tellement longtemps qu'on attendait des choses comme ça. Et ça à chaque fois que je les croisais, je fais allez, vous venez avec moi, on fait la même chose. Et là, ils le font. Alors la prochaine fois, je vais leur demander, vous chantez avec moi? Faut pas oublier, je leur ai chanté les portes du pénitencier. Voilà, et c'est bien ce monde qui change en fait. Ces graines que l'on sème et tout à coup on se dit tiens, il y en a un qui en a saisi une et il se passe quelque chose. C'est magnifique, en fait, c'est ça l'humanité, c'est semer des graines et qu'il se passe des choses, c'est pas se battre contre les autres, c'est montrer le chemin, enfin de montrer le chemin de notre différence. Et si on interpelle quelqu'un, même en psychanalyse, si on interpelle en montrant ce qu'on fait à l'association des psychanalystes modernes, si on interpelle la façon dont nous ne cachons pas, nous osons, nous acceptons d'être ignorants, nous n'avons rien à prouver, eh ben, peut-être que ça va semer des graines et peut-être que d'autres vont aller sur son chemin et vont sortir de leur posture et vont accepter d'être ignorants. Parce que qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de se tromper, ils ont peur de l'erreur, mais l'erreur n'existe pas. L'erreur n'existe pas, c'est une erreur de le penser. Et c'est quand on se trompe de chemin qu'on découvre un château, qu'on découvre la mer, qu'on découvre. C'est comme ça. Enfin, moi, j'ai fait tomber mon sac, j'étais dans la Drôme, je fais tomber mon sac en plein dans la mare. Puis tout le monde se marre. Enfin, non, tout le monde. Moi, je me marre et à côté, je dis, mais madame, je vais vous m'aider à ramasser. Et non, on m'a pas aidé à ramasser, j'ai ramassé. Et le lendemain, je vais pour aller à ma voiture, parce que moi, je me gare toujours à côté de la flaque d'eau, autrement, c'est pas drôle. Je me gare à côté de la flaque d'eau et je vais, et le Gilles me dit, le propriétaire du gîte, bah, tu vas la contourner, la flaque d'eau. Je le regarde, je fais, mais n'importe quoi. Je passe dans la flaque d'eau. Il me dit, mais toi, tu es un réel poisson, t'aimes l'eau. En fait, ça n'a pas d'importance. Vivons. Enfin, si on a les pieds dans l'eau, qu'est-ce que ça peut faire? Vivons. Il ne faut pas arrêter toujours de contourner l'obstacle. L'obstacle, c'est un leurre. Pourquoi les pieds mouillés? Ça, je ne me suis même pas mouillé les pieds non plus. Se mouiller les pieds, quelle est l'importance? Il me dit, la piscine, tu ne vas pas y aller, elle est à 10, 12 degrés. Ah bah si. J'ai été celle à 10 qui fait 30 mètres. Je fais ta piscine si je le ressens. Je ne vais pas y aller pour me braver quoi que ce soit. Je vais y aller si je ressens le désir d'y aller. Et quand je le ressentirai. C'est ça, c'est être vivant. C'est se dire, ben voilà, là c'est comme ça. On n'a pas. J'ai chanté dans l'église à Soux. Ils ont pas applaudi, c'est con. J'ai chanté parce que c'était comme ça. Il y a deux chanteurs qui chantaient. Je leur ai dit, bah, allez-y, c'est génial. Et puis après, ils m'ont dit à vous. Bon, en ce moment, il ne faut pas venir à vous. Donc, et j'ai lancé j'ai chanté la chanson de Freud. En plus de la psychanalyse, chantée dans une église avec un écho. C'était magique. J'ai chanté la dernière chanson que j'ai écrite, Question à Freud. Et le refrain, c'est ça. Que l'analyse explose de sa conformité, que le sujet dispose d'originalité. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, c'est tout à fait la psychanalyse telle que je la ressens dans mes tripes. Et chanter ça avec une force incroyable, parce que je pense que j'ai mis toutes mes tripes là-dedans. Dans une église, c'était vraiment magnifique.
D'ailleurs, ici, on m'entend tout le temps dans l'église parce que j'aime cet écho qu'on a dans l'église. Est-ce que quelqu'un veut reparler? Parce que c'est ça la psychanalyse. Et on en refera, je pense, des moments comme ça où on peut venir déposer un peu de soi dans la plus grande des ignorances sans jugement. Parce que on a besoin de déposer aux autres qui l'on est. C'est comme ça s'appelle l'humanité. Et on a tous une dépendance à l'humanité, comme on a une dépendance à la nature. Ça va pas au-delà, mais je pense que enfin, moi, j'aime ces moments d'échange. Je ne sais jamais ce qu'il va se dire, parce que c'est pas important. L'important, c'est le lien du cœur qu'on va mettre dans ces moments. Est-ce que quelqu'un. Alors, il y a Georges et Isabelle qui n'ont pas parlé. Je viens parler. Alors, allez-y, Georges. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je n'ai pas fait vraiment d'analyse à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai eu des occasions dans la vie de pouvoir faire parler à un psychologue, je dirais, mais ça n'a pas été très loin. Parler un petit peu de ma vie, oui, effectivement. Mais c'est vrai que le côté psychologie, le côté de pouvoir rentrer en profondeur dans des discussions avec les personnes, de parler un petit peu de nos vies, de se couvrir par rapport à tout ça, c'est un côté que j'ai naturellement avec les gens. Et c'est vrai que en plus, je fais un travail de développement personnel souvent. Et puis, il m'arrive enfin, il m'arrive. En fait, je pratique par exemple le tarot, le tarot. Alors, pas forcément que le tarot divinatoire, mais effectivement, avec le tarot, on peut arriver à, à, à discuter avec les gens et à rentrer en profondeur dans leurs problématiques. Et ça peut effectivement aider la personne, ça peut nous aider, et que ce soit la personne elle-même, que ce soit nous-mêmes, par rapport effectivement aux problématiques qu'elle soulève, pouvoir exprimer les choses et pouvoir découvrir certaines choses qui sont profondément ancrées en elle. Et moi, ce qui me gênait par rapport justement à la psychologie, et par rapport à la psychanalyse, la psychologie, c'est que sortir comment dire, sortir du sentier physique, je dirais, ça nous met un peu en danger parce que tout de suite, on a un peu l'aspect où ce n'est pas normal, où il vient justement, on touche à l'aspect paranormal quand on parle de tarot, quand on parle de ces choses-là. Et que en fait ça nous met dans des cases qui sont pas toujours très flatteuses, comme quoi la personne serait perchée ou autre chose. Et alors qu'en fait, pour moi, et ce n'est que mon ressenti à moi, ça n'engage que moi, euh, pour moi, l'être humain a un aspect plus que physique. Il y a effectivement l'énergie dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a l'énergie, il y a aussi le côté euh, justement un peu impalpable qu'on peut effectivement ressentir avec les personnes et qui font que ça caractérise l'humain en entier. Et pour moi, le fait de ne pas pouvoir parler de ça, c'est un peu dérangeant parce que pour moi, on ne voit pas l'humain dans son entièreté, dans sa complétude. Et donc, pour moi, il manque quelque chose quand on n'aborde pas aussi cet aspect avec eux. De pouvoir leur parler de leurs croyances, pouvoir leur parler de ce que c'est enfin, de ce que c'est une énergie pour eux, de ce que c'est euh, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir en dehors de ce qu'est le monde physique. Ne pas pouvoir leur parler de ça, pour moi, il manque quelque chose. Voilà. Donc, du coup, enfin, c'est comme ça que moi, je réagis avec les personnes qui sont effectivement autour de moi et j'échange avec eux en général. Et en général, quand
j'ai des relations, en fait, quand je parle avec les gens, j'essaie d'aller le plus en profondeur possible parce que je ne suis pas du tout la personne qui se contente de la superficialité. La surface, ça va 5 minutes, mais après, il faut aller un petit peu plus en profondeur et j'essaie de comprendre de, euh, et de pouvoir parler vrai, justement, avec des personnes qui sont autour de moi. Voilà. Alors, un psychanalyste, ça doit pouvoir tout entendre, tout écouter et ne jamais juger. Moi, il y en a qui me parlent, de toute façon, en même temps, j'adore la physique quantique, donc qui me parlent de physique quantique, qui me parlent, et tout m'intéresse. Je suis là, dans le cabinet, puis dans ma vie, dans la plus grande des ignorances, bon, à part en médical, où je prends un peu des positions parce qu'il se passe tellement de choses, tellement connes en ce moment que j'aide beaucoup dans ce sens-là. Euh, il se passe du n'importe quoi, donc j'essaie d'aider le plus possible en médical. Mais autrement, dans mon cabinet, je suis dans la plus grande des ignorances et je m'instruis de ce qu'est l'autre. Il m'apporte aussi quelque chose, bien évidemment. C'est une rencontre. Et ça, c'est important d'accepter cette rencontre, d'être humble et de ne pas amener notre vérité. Alors, on est là aussi, on dit des choses, bien évidemment, mais on n'a pas raison. On n'a pas raison. Et comme le dirait Dolto, attention, je vais vous dire de faire ça, mais surtout ne le faites pas. Voilà, parce que c'est simplement pour ouvrir à une possibilité que la personne n'entend peut-être pas et qu'elle peut se dire, bah, tiens, cette possibilité existe. C'est pas autre chose. Et comme j'aime bien dire à mes patients, quand ils me disent oui, oui ou non, non, je leur dis, on transforme dans l'inverse. Simplement pour voir que dans la vie, on est formaté pour aller systématiquement dans des chemins, dans des possibilités, mais qu'il en existe d'autres et que c'est dans cette ignorance et dans cet inconnu que peut-être on trouvera l'improvisation qui va nous faire vibrer. Isabelle, il y a quelque chose à... Merci beaucoup, Georges. Isabelle, quelque chose à nous dire? Oui, merci de me donner la parole et merci pour m'accueillir au sein de l'association. Donc, moi, je suis Isabelle, bon, je suis sophrologue en pratique et je pratique ce qu'on appelle la sophrologie analytique ou sophroanalyse. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un long parcours thérapeutique, j'ai fait de la psychothérapie, de l'analyse et aussi une analyse didactique. En fait, je vais vous raconter une anecdote sur mon analyse. En fait, j'ai été hospitalisée parce qu'il y avait une suspicion comment on appelle ça, de méningite herpétique. Enfin, j'allais pas bien du tout et mon médecin généraliste, enfin le médecin qui m'a, lors de l'hospitalisation, m'a dit, moi je voulais absolument sortir de cette hospitalisation et en fait, il m'a dit, bon d'accord, vous allez sortir, mais dans certaines conditions. Déjà que je devais revenir régulièrement à l'hôpital et puis à condition de voir quelqu'un et de parler un peu. Donc j'ai demandé s'il connaissait quelqu'un de m'orienter. Et donc c'était au fin fond de l'Aisne et à l'époque que je travaillais dans l'agroalimentaire. Et en fait, je me rends à cette adresse qu'on m'a donnée, qui est dans la campagne. Je découvre une magnifique maison. Alors, il y avait des cailloux, je me gare. Et puis, j'arrive devant cette maison qui avait une porte arrondie avec des petits vitraux. Et je cherche la sonnette. Et je regarde, enfin, je passe un long moment devant la maison, je passe en revue et je ne trouve pas la sonnette. Donc, voilà, j'étais dans ma problématique existentielle à l'époque. Hein. Et vraiment, je commence à colérer parce que je ne trouve pas cette sonnette. Et, euh, et là, en fait, à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, allez-y, vous pouvez rentrer. Donc, il y avait cette porte arrondie avec ces beaux vitraux devant moi. Et donc, j'appuie sur la poignée et je rentre. Et là, je rentre dans un décor qui était, on va dire, surréaliste pour moi, puisqu'en fait, j'aperçois un homme posé, tranquille dans son fauteuil et qui était noir et qui était ce psychanalyste et qui me dit, allez-y, installez-vous. Et qui était dans un décor qui correspondait à sa culture. Et c'est tout ce que j'avais pas imaginé.
Et donc voilà, ça c'était la première rencontre qui était un peu curieuse et, oh, j'ai envie de dire exotique pour moi à l'époque. Et puis ensuite, nous avons fait un travail, je vais vous résumer très très fort, hein. Et en fait, en gros, ça disait quand on peut, quand on veut, on peut, quoi. Et moi, j'avais pas les moyens à l'époque enfin, il me semblait de payer une analyse, tout ça. Enfin, bref, c'était compliqué. Donc, il m'a dit, quand on veut, on peut. Bah, vendez votre voiture. Et puis, on parlait, pour moi, j'étais dans l'Aisne et on parlait de repartir sur Paris, de reprendre des études et tout. Donc, à un moment donné, j'étais très en colère à l'époque. Et en fait, à un moment donné, je suis venue lui dire, bah, écoutez, ça y est, j'ai trouvé une solution pour partir sur Paris et j'ai vendu ma voiture, donc j'aurais pu vous voir. Et en fait, voilà, je vous résume, c'était bien sûr, ça a demandé un peu de temps et un peu de séance. Et en fait, là, il m'a écouté et puis au bout d'un moment, il a pris un papier et je voyais qu'il écrivait quelque chose sur le papier. J'étais en train de lui dire que j'allais partir à Paris et que je reviendrai plus. Et après, il m'a tendu ce papier et il m'a dit donc que vous êtes à Paris à partir de quand? Là, il a parlé, il m'a tendu le papier, il m'a dit très bien, on se verra à Paris, à mon cabinet dans le 7e. Donc, il s'agissait de Jean-Claude Voaquanitou, je crois que je peux voilà, le dire. Et je ne savais pas, j'étais dans sa maison de campagne dans l'Aisne. Voilà. Et donc, je suis allée à Paris, on a continué à se voir à Paris. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de déposer ce soir pour vous dire que tout est possible et que parfois c'est rigolo. Et voilà, c'est inattendu. J'ai laissé surprendre par l'inattendu. Merci Isabelle. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole? Moi, je veux bien. Vas-y. Ah oui, Marion, je t'ai pas entendu en plus. Bah, finalement, je vais transgresser. Je t'ai dit que je n'allais pas participer. Donc moi, j'ai fait 4 ans d'analyse lacanienne et puis j'ai voulu interroger un peu ce qui se passait derrière le divan. Donc moi, je suis professeure de français avec de jeunes migrants. Donc je me suis rapprochée d'un DU en psychiatrie transculturelle où là, on m'a appris à désapprendre. Donc ça m'a changé puisque j'étais avec un lacanien qui semblait tout savoir. Et on m'a appris à enquêter et à chercher humblement. Et je crois que c'est ce que je fais dans cette association. Donc je suis ravie de pouvoir continuer cette route. Et je vais revenir sur ce que Nathalie a dit, que j'ai trouvé très beau. Je suis devenue moi, mon cœur vole. Pour moi, la psychanalyse, c'est un merveilleux champ de création, d'autant plus que, enfin, moi, j'aime les mots, je suis professeure de français et je trouve que c'est magnifique de pouvoir sublimer tout ce qu'on peut traverser de cette façon. Merci Marion, je ne pensais pas que tu allais parler. Mais tu vois, bon, de toute façon, peu importe, en fait, on peut exprimer du soi. Alors déjà, moi, je montre le chemin parce que qu'on tire à vue sur moi, je m'en fiche, les canons tomberont. Je me montrerai telle que je suis et c'est l'idée de cette association, elle a été créée dans cette idée-là et elle est pour l'instant encore là. Dans cette idée-là, dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, parce que c'est l'amour qui porte la thérapie, c'est le lien du cœur. Ça, comme on le dit dans la thérapie existentielle, hein, c'est vraiment ce mouvement-là qui porte la thérapie. Sans amour de l'humain, on ne peut pas être là. On ne peut pas être là pour régler quelque chose pour nous. On doit être là aussi dans le lien du cœur. Et beaucoup d'analystes, alors, par moments, ils rentrent dans la fuite parce que c'est un angle mort qu'ils ne veulent plus voir. Ça touche un angle mort et celui-là, ils ne veulent pas le voir. À ce moment-là de leur vie, c'est pas possible. Donc, ça crée de eux à eux une rupture et pas de eux à l'autre. La rupture, elle est toujours. C'est pour ça qu'elle est impossible, la rupture. Parce que la rupture est toujours de nous à nous. Et on ne peut pas rompre avec nous-mêmes. Autrement, on devient, on est dans le clivage et on clive notre moi en deux. Et c'est pas possible parce que on devient, c'est insupportable. Vous vous rendez compte? Aller dans un univers, aller dans l'autre, aller dans un univers, aller dans l'autre, c'est épuisant, inconfortable. Et c'est là que vient la dépression, parce que la dépression, c'est ce qui s'oppose à la conformité, à l'unification. Donc, on ne peut pas cliver. On doit avoir conscience des deux côtés, ne pas les unifier, mais en avoir conscience.
Et ce clivage qu'on trouve dans la fuite même de certains analystes, ben voilà, à un moment de leur vie, ben, ils travaillent peut-être avec un lacanien au départ, je ne sais pas trop, je ne connais pas les parcours de chacun, mais à un moment de leur vie, ils ont besoin d'être rassurés parce que les analystes qui ont travaillé sur la dépendance affective, ben, j'en connais pas beaucoup. Parce que je pense que malgré ça, c'est le point central à travailler. Maintenant, j'ai pas de vérité, hein, je me base toujours sur moi, sur celle que je deviens, mais je n'ai pas de vérité. Mais dans mon cabinet, j'ose tout travailler en fait. Tout est une rencontre et je ne ferme ma porte à personne parce que tout m'intéresse et j'adore ouvrir ma porte dans la plus grande des ignorances. Me dire qu'est-ce qui va se passer là, maintenant, aujourd'hui. Alors évidemment, si on vient faire les poussières sur l'objet, on ne reste pas chez moi. Vous vous en doutez qu'au bout d'un moment, on se lasse. Mais autrement, c'est ça aussi, c'est pouvoir tout essayer. Donc, pour pouvoir tout essayer, ça veut dire que tout en nous va être touché. Toute notre faille. L'abandon, le rejet, la trahison, on va tout toucher. On va tout toucher, on va toucher l'angoisse de mort, on va tout toucher. Et est-ce que l'analyste peut entendre qu'il peut tout toucher de lui? Je ne sais pas, parce que quand on choisit ce chemin, alors moi, il m'a choisi, je ne l'ai pas choisi. Quand on choisit ce chemin pour faire des études et pour faire une formation, c'est là que ça bug. Parce que c'est quand après, il faut tout déconstruire pour aller chercher tout ce qu'on a au fond de nous, même toute notre souffrance, et se dire que cette souffrance, on doit la rendre vivante, on doit l'autoriser à vivre en nous. Pour certains analystes, c'est pas possible, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'ils conçoivent la psychanalyse comme une formation, quelque chose qu'ils vont enfermer, comme pour s'enfermer et s'interdire de souffrir. Ils deviennent de ce fait des sachants, mais ils apportent quoi aux patients? Je ne sais pas, enfin, je suis curieuse, peut-être, sûrement quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Eux seuls, non. Moi, je ne peux pas travailler de cette façon, je ne peux plus, parce que j'ai travaillé de cette façon, bien sûr, je ne peux plus travailler de cette façon. Tout ce qui me touche sur le patient, je travaille avec mon empathie, c'est un choix, et tout ce qui me touche, je le retravaille, je le retravaille, je le retravaille. Il n'existe pas de blessure que je ne travaillerai pas. Et il y a toujours quelque chose qui se cache en se disant, mais là, je ne l'avais pas vu, là, je l'avais pas vu, là, je l'avais pas vu. Puis des fois, je cherche, je me dis, mais d'où ça vient? Alors des fois, il ne faut pas chercher. La souffrance, elle est là, c'est parce qu'elle doit circuler. Elle n'a pas forcément un nom. C'est ça aussi que nous apprend la psychanalyse quand on déconstruit, c'est que toute souffrance n'est pas nommable. Mais toute souffrance peut être mise en mouvement. Si on met une barrière, hein, comme je vais faire une visioconférence avec Moussa Nabati, si on remet une barrière, en fait, l'eau, elle cogne contre la barrière. Si on ouvre la barrière, elle va prendre des chemins différents, il va y avoir plein d'ouvertures. Donc, on ne peut pas arrêter d'être humain, c'est pas possible. On ne peut pas cacher nos angles morts au risque de ne pas être bien ou de se cacher dans le statut d'objet. Être soi, c'est la plus belle des libertés, mais c'est s'autoriser à tout ressentir. Déjà, nous, en première intention, s'autoriser à tout ressentir. Et ça, c'est pas forcément facile. Mais moi, c'est un grand, hein, je peux dire secret, c'est pas le mot. C'est une nuit étoilée, mais même si parfois il y a beaucoup de nuages, il y a de l'orage, la nuit de nouveau redevient étoilée et puis le soleil se met à briller. En fait, c'est ça la vie, en fait. C'est ça être analyste, c'est s'accepter avec sa différence, mais c'est notre mouvement que l'on ressent. C'est cette possibilité de mouvement qu'on va offrir au patient. Si on ose être nous-mêmes, le patient osera se découvrir. En disant, bah, si elle y arrive, elle, pourquoi pas nous? Est-ce que quelqu'un veut terminer, veut dire quelque chose? Jean-Christophe, peut-être? Non, Jean-Marc, vas-y. Oui, je pense que tu viens d'aborder des points qui sont vraiment fondamentaux de la CIG, d'une posture qui répond aux besoins d'aujourd'hui, de nos analysants qui viennent pas chercher quelqu'un qui soit dans une fixité, mais quelqu'un qui soit capable d'aborder absolument tous les sujets avec la même qualité d'écoute et pas simplement se focaliser. J'ai appris ça dans mes cours, donc je vais faire ça et de laisser quelque part le reste. J'ai commencé moi, en disant posture, mais en fait, c'est aussi un leurre. Mais ça, c'est très compliqué pour le déconstruire parce que partout, dans toutes les écoles de formation en psychanalyse, je sais que tu abordes ça, Anne-Marie, on nous apprend à nous positionner, à adopter une posture, à avoir une écoute de telle façon. Et il y a quelque part une sorte de mimique par rapport à Tonton Freud, sauf que Tonton Freud, il est mort et enterré depuis très longtemps.
et qu'on reste dans une forme de projection idéalisée d'une cure psychanalytique menée par le père de la psychanalyse, et on n'en est plus là. C'est des modes qui sont complètement dépassés, et c'est pas forcément facile de le transmettre aussi aux personnes qui viennent nous voir, parce que parfois, notamment pour ceux qui ont déjà fait des analyses avant ou qui sont déjà allés voir des psys, il y a une certaine forme d'attente. Et je pense qu'il y a aussi cette chose-là à déconstruire, c'est-à-dire que l'attente supposée de l'analysant, il faut la comprendre et il faut réussir, dans l'idéal, réussir à faire comprendre à l'analysant qu'il n'y a rien à attendre, si ce n'est que sa propre découverte de lui-même. Et c'est pas forcément si simple, puisque de fait d'être renarcissisé par son patient, d'être remis dans une place, dans une posture haute, de faire comprendre qu'en fait on est exactement d'égal à égal, deux êtres humains qui correspondent dans cet instant suspendu de la séance, et que tout ce que l'un et l'autre partagent, l'un et l'autre grandissent en même temps. Bon, en tout cas, c'est une invitation et merci pour cette invitation. C'est Moi, une invitation à rebondir, oui. je voulais rebondir aussi, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce qui est insufflé dans cette association, c'est finalement cette liberté de parole et en fait, le fait qu'on soit, enfin, voilà, on soit des êtres humains avant tout, qu'il n'y a pas un, un rempart, justement, enfin, une grosse différence. Nous, on fait participer à des cartels. Il n'y a pas une grosse différence entre le psychanalyste et l'analysant. A priori, on est tous des analysants. Enfin, ou je sais pas, après, il peut y avoir une partie des personnes qui parlent un peu de leur expérience d'analyste, mais en fait, il y a toujours ce côté très humain, discussion d'un humain à un autre humain, et le fait, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à libérer ma parole et je le fais encore maintenant et en fait voilà à communiquer et à me sentir plus légitime en fait et en fait de trouver l'humanité chez son psy, c'est aussi quelque chose qui aide, qui voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, Anne-Marie, c'est je suis un être humain imparfait et vivant. Et ben moi, c'est quelque chose qui vraiment m'a marqué et je trouve que ça représente quand même une bonne. Enfin voilà, ça représente un peu cette association et ce qui et le message qui est véhiculé en fait. Voilà. Donc, on la continue, cette association? Ah bah moi, je suis adhérent. Hein, moi. Je suis adhérent à vie, moi. Alors, oui, le psychanalyste, c'est toujours analysant. Ben, encore heureux, autrement, il serait sachant. Hein, ce serait quand même Voilà. dommage. Et la psychanalyse, c'est quand même la plus grande des impostures, dans la plus grande des ignorances. C'est génial d'être un imposteur. Un imposteur, ça veut dire qu'on est humble. Ça veut dire on a rien à faire là. On est nulle part, en fait. On est imparfait et vivant, hein, parce qu'elle se nomme humanité. Elle nous ouvre à nous accepter, à nous accepter déjà imparfaits et vivants. Si on n'était pas des imposteurs, on serait dans une posture. On n'est surtout pas dans une posture. Et justement, cette association se démarque des autres parce que je ne veux, enfin, moi, mon désir n'est pas d'être dans une posture et n'est pas que, ça apporte quoi la posture? Enfin, quand on sait tout, donc on s'emmerde. Non? Je sais pas. Bon, je vais pas Oui, chanter là. Oui. oui, mais je vais dire le patient en lui-même, il a besoin de transférer dans tous les cas. Il a besoin d'avoir un idéal. Et quand il vient, c'est une sorte de, comment je peux dire, une figure protectrice pour lui, en fait, pour la personne. Quelque part, il est dans son petit monde imaginaire. Et ça, on a du mal à le positionner, comme il disait tout à l'heure, je ne me rappelle plus son nom, excuse-moi, je suis désolée. C'est-à-dire, même s'il veut pas, on dit qu'on veut pas nous mettre sur un piédestal, mais il est dans son monde imaginaire, hein, dans tous les cas.
Ce transfert, il le fait. Avec le Mais transfert, est-ce que c'est pas le rôle de l'analyste de déconstruire ça justement, enfin je sais pas, et de remettre une relation, enfin bon moi je parle, je suis pas analyste, hein, mais de remettre une relation d'être humain à être humain, et de pas, peut-être qu'il y a des gens, quand ils viennent en analyse, ils ont besoin comme ça d'avoir une figure, le sauveur, ou je sais pas, ou enfin, mais en fait, est-ce que c'est pas le rôle de l'analyste de déconstruire ça et de montrer que le sauveur, eh ben, c'est pas l'analyste, c'est l'analysant. Enfin, je sais pas. Nathalie, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que vous avez besoin d'avoir en moi un idéal, une figure protectrice, une sauveuse, ou juste de vous renvoyer le reflet de vous-même, hein? Avoir quelqu'un à l'écoute, c'est déjà pas mal. Ah, Martine? Mon sauveuse, vous êtes mal barré, vous allez vous noyer, hein. Oui, pareil. Avoir quelqu'un à l'écoute et puis, mais quelqu'un qui me répond aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai eu qui ne me répondaient pas. Voilà. Je pense que le patient ne vient pas en cherchant un idéal. Il vient parce qu'il n'en peut plus. La cocotte est prête à exploser. Il ne sait pas pourquoi il pleure, il ne sait pas pourquoi il angoisse. Il sait pas. Exact. Alors, il vient, ce qu'il a besoin, c'est de lien du cœur et de bienveillance, pas d'un idéal. Exact. Et c'est ça Exact. qui paraît une protection. Parce que donne la mère à l'enfant quand elle le prend dans les bras, comment il est dans le ventre de la mère, il est bercé. Donc, on a besoin de cette bienveillance, ce lien du cœur qui est naturel et sincère. C'est ça. C'est pas un idéal. Pour moi, c'est pas une figure protectrice. Parce que ce lien qui berce, ce lien qui rassure, peut-être, parce que ça rassure dans un premier temps, il aide à grandir. Il pousse à grandir, il pousse à la différence, il pousse à la compréhension de l'autre. C'est pas un idéal et c'est pas une protection. Parce que la protection, elle protège de tout. Attention, fais pas ci, fais pas ça. Non, non, non. Il est découvre-toi, ose, vas-y, touche le four, ça va te brûler, mais tu verras. J'ai des enfants aussi ici, hein, et je leur interdis rien. Bon, je leur dis pétez pas tout, quand même, ça va me coûter cher. Mais voilà, je leur interdis rien. En fait, il faut essayer. C'est ça, grandir. On est tous des enfants, en fait. C'est ce qu'on dit, on est tous dans le ça de l'enfant. Ça bouge, ça cause, ça démange, ça fait chier. Enfin bref, on est tous dans ce stade de l'enfant, qu'on emploie d'ailleurs régulièrement, si vous êtes attentive à vos propres paroles. Et c'est ce ça qu'on a. C'est l'enfant qui veut une reconnaissance. C'est pas l'adulte. L'adulte n'existe pas, c'est un leurre, hein. C'est quelque chose qu'on a mis pour nous protéger. C'est l'enfant. Et l'enfant vient à la rencontre de quoi? S'il rencontre un adulte, ça va pas. Il doit rencontrer un ou une enfant qui s'autorise enfant. Moi, je suis une enfant dans mon cabinet, hein. Je suis asexuée, je suis avant 8 ans. Ah, voilà. Donc, et je ne peux pas être un idéal. Ah, c'est ce que je dis moi. Je suis asexuée, je suis avant 8 ans. Ah, voilà, tant pis. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est cette différence sans sexualité qui autorise le patient à trouver sa différence et lui, sa sexualité. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais d'en parler librement, comme on en parlerait à une enfant. On ne me voit pas comme un sachant, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on me ressent comme une enfant au cabinet. Bon, il y en a une qui a écrit sur, j'ai vu sur Google, il y en a un qui a écrit ma pote. Je fais, oh, peut-être pas quand même, mais c'est ça en fait, c'est l'enfant. Ok. Non, Bernadette, j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu as répondu, oui, c'est plus clair. L'idéal, non. Et surtout pas, enfin, moi, je ne veux pas être un idéal et je ne veux pas être une figure protectrice. C'est Il y a pas. Georges qui voulait parler. Oui. En fait, je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec le tarot, justement, où il y a effectivement une carte de tarot qui représente bien ce que vous êtes en train de La dire. papette. Non, la maison Dieu, Ah, quand on ok. parle de déconstruction. Mhm. Et effectivement, la déconstruction avec la maison Dieu, ça amène toujours à une ouverture de conscience, Mhm. à un grandissement, à grandir, en fait. Et c'est vrai que ce que vous êtes en train de dire tous, ça m'amène à cette réflexion-là. Et c'est vrai que cette carte-là représente bien le cheminement du patient qui vient, qui est obligé de quelque part de déconstruire ce qu'il a enfermé quelque part pour pouvoir s'ouvrir vers autre chose et pour pouvoir s'ouvrir vers lui-même quelque part et ouvrir sa conscience. Nous, on est Et des guides, en fait. On est des semeurs de graines, des guides. Alors maintenant, les graines germent ou pas.
Mais les graines, c'est des choses que les patients ont déjà en eux. Et on leur montre qu'ils l'ont déjà en eux. Ce n'est pas nous qui mettons une graine, en fait. Ils ont déjà cette graine. On leur montre, en fait, qu'ils l'ont déjà. Et qu'ils ont déjà plein de graines. Ils ont un champ de graines. Et c'est à eux de choisir laquelle ils veulent faire germer. Mais qu'ils ont le choix, la possibilité. Et c'est dans l'imprévu, peut-être se dire, ben, pourquoi pas, je mettrai un peu d'eau au hasard, comme ça, j'arroserai qu'un jet, et je vais voir qui va germer. C'est bien aussi, s'offrir à l'imprévu. C'est ça, c'est qu'on a tellement peur. On se dit, si on ne fait pas ça, comme ça, demain, ça va être difficile. Mais de toute façon, il y aura toujours des difficultés. Vous n'allez pas empêcher la mort, c'est cette angoisse de mort qui vient tout le temps nous hanter sous diverses formes. On ne va pas empêcher la mort. C'est pas possible. Donc, si on commençait par vivre, ce serait déjà pas mal, non? Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on va terminer sur ces bonnes paroles? Je vais vous éviter la chanson finale. Je voulais juste te dire merci Ah oui, Laurent. pour tous vos apports qui me permettent tout simplement d'avancer personnellement. Merci infiniment. Et je poursuis mon chemin en travaillant sur quelque chose qui me paraît important pour moi, c'est ma vision du monde et de la vie. Tout ça, ça fait partie de mon parcours de vie depuis mon exil, depuis que j'ai quitté mon pays, jusqu'à ce que la France m'a accueilli dans sa terre, que je respecte. Et puis, je voudrais aussi travailler sur les valeurs qui structurent mon être profond. Et j'insiste sur cet être profond parce que tellement je suis dans cette liberté et qui est acceptée presque par tout le monde, je crois que je peux m'autoriser de poursuivre mon cheminement sur mon être profond. Qu'est-ce que c'est cet être profond? Je ne vais pas vous répondre, mais c'est mes interrogations aujourd'hui par rapport toujours à mon parcours de vie. Et puis, je voudrais travailler sur mon aptitude à incarner au quotidien les mots amour, la tolérance et le respect, que bien sûr je trouve ici. Vraiment, c'est sympathique. Ça m'est arrivé d'entrer dans deux clubs, dans deux groupes. Mais vraiment, je retrouve ici, pour l'instant, en tout cas, l'amour, la tolérance et le respect. C'est à signaler. Et enfin, je terminerai par mon rapport en accord avec les lois ontologiques de la vie. Là encore, je laisse en suspens. On peut approfondir puisque vous demandez ce qu'on peut faire à Saou, hein, c'est ça, ça s'appelle Oui, Saou. oui. Donc, peut-être je peux encore interroger ma démarche avec vous sur cette démarche ontologique en tant que psychanalyste, ou alors, pour moi, c'est lié au mot exil. Est-ce que je suis un exilé puisque je suis du Congo? Vous savez bien que je ne suis pas de la Saône-et-Loire. Je ne suis pas de Valence. Mais je suis de l'autre côté. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire mon désir de partager avec vous ces mots exil. Et je vous pose, et je vous pointe du doigt, permettez-moi, il paraît qu'il ne faut pas le faire en France. Mais je vous dis, est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, des exilés? Est-ce que nous ne pouvons pas interroger notre exil ensemble à Saou? Mais pour mon exil, je vous apporte le rhum parce que j'adore faire le rhum. Ah ouais, très bonne idée. Alors, J'ai reçu. Oui, moi aussi, j'aime le rhum. eh bien, ils trouveront bien du rhum avec un peu de saucisson. Ah, Eh bien, et malheureusement, ramène le ce sera de tu- saucisson de Paris. Merci. Tu seras, toi, Laurent? Oui, Oui. ouais, bah oui, il y a le rhum, faut pas déconner. Non. Oui, oui. Bon, t'amènes le rhum alors. T'emmènes le rhum alors. Oui, j'emmènerai mon rhum. Bon, ben j'emmène les samoussas alors. Ah bien, avec joie. Eh bien, écoute, Je sais pas si on va bosser, mais on va bouffer.
On fait On va bouffer, on va bouffer. Et moi, la dernière fois, j'avais ramené le vin. Enfin, non, j'achète du vin parce qu'il est très bon là-bas. J'ai acheté le vin, puis j'avais ramené les verres à vin. Puis Gilles, Déjà, faut que je trouve au Gilles, un je fais logement. tu fais pas chier. Déjà, faut que je trouve un logement pour mettre mes ça. Oui, 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 mais autrement, il y a la quoi? Alors, c'est quoi l'autre logement? La Non, non, mais je Guérimade. me suis rabattue sur le Airbnb, donc je vais voir. Voilà. Si, il y a des logements là-bas. Autrement, vous pouvez toujours aller chez l'habitant, c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas. Il y a Ouais, peut-être voilà, des il y a quelque chose. Je sais qu'il y avait d'autres logements un peu plus loin, dans un sous. J'avais vu, moi, ça ne me plaisait pas trop parce que moi, comme il faut que ça soit terrain plat, etc. Moi, là, chez Gilles, ça descend, mais bon, je ne peux pas monter à l'étage, donc je n'y suis jamais allée. Je vais chez Gilles parce que même si la pente, et puis il m'a mis une rambarde, donc même s'il y a une pente, après, c'est plein pied à l'intérieur. Et il y a la piscine. Donc, s'il fait beau, vous pouvez. Si vous aimez les piscines à 10 degrés, vous pouvez y aller. Moi, j'y vais. Hein. Moi, rien à faire. Hein. D'abord, je lui fais « Oh Gilles, il fait, tu vas quand même pas te baigner à poil. Il y a ma cousine à la fenêtre là. » Le lendemain matin, je me suis baignée, il y avait vraiment ta cousine à la fenêtre. Il me fait « T'as mis un maillot ?» Je fais « Bah ouais, il y avait ta cousine à la fenêtre. » Sa cousine à côté. Je fais « Mais putain, on peut même pas être tranquille quoi. » Au gîte, je vous enverrai la photo, enfin pas de moi dans l'eau, mais du gîte avec de la piscine. Il m'a pris en photo près de l'Olivier. C'est magnifique. Enfin, on déjeune en face des montagnes. C'est vraiment un endroit où j'ai beaucoup d'amis maintenant et où je me sens vraiment très bien. Quand je vais acheter un croissant, on m'offre toujours 20 centimes du croissant, 30 centimes du croissant. Bon, je prends du poids là-bas parce que les croissants, ils sont pas chers. Ils sont bons. On va tous prendre du poids, je crois. Oh là là, le côte rôti, il est super bon. Les croissants sont... Putain. Ils font des mouchis directement qui sont sublimes, quoi. Ils font plein de trucs. Enfin, je fais que ça, boire et bouffer. Voilà, c'est ça. Bon, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie d'être là. J'étais heureuse d'être là dans la plus grande des ignorances et dans la plus grande des impostures aussi. J'aime ne pas être dans une position. Je n'en ai pas le désir et j'en ai surtout pas le besoin. Donc, merci à tous. On refera, je pense, ce genre de séance. Et bientôt, on la fera au Zénith. On va parler. Moi, raconter ma vie devant 700 Lacaniens, quel plaisir. Ils vont faire je vais prendre un pied pas possible. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous.